Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Avec mon lien affilié, vous tomberez sur une page qui vous propose une offre de 2 ans avec un mois supplémentaire gratuit. En plus, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. On en reparle à la fin. Imagine une réalité où voyager entre les planètes d'une même galaxie est réalisable facilement. Imagine des milliers de planètes accessibles, certaines remplies d'eau, certaines dédiées à l'agriculture, d'autres à l'industrie, d'autres uniquement résidentielles. Imagine, parmi ces planètes, une de l'envergure de la Terre recouverte uniquement d'une seule et même ville. Imagine, sur cette planète, plus rien d'autre à l'horizon que des gratte-ciels, que du béton. Adieu les lacs, les arbres, les rivières. Constate que cet univers que je décris, il existe en science-fiction, qu'on appelle ça une œcuménopole, et que c'est exactement ce qu'on retrouve dans Star Wars avec la planète de Coruscant. Coruscant. Cette planète n'est en fait qu'une seule grande ville. Ok, je vous ai toujours promis une suite aux vidéos sur Star Wars, et bien la voilà. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, on va tâcher d'imaginer ce que ça donnerait une planète de l'envergure de la Terre recouverte d'une seule et même ville. Et pour ce faire, on va partir de l'exemple que nous donne Coruscant dans Star Wars. Bien sûr, cet exercice d'imagination amène énormément de questions. Des questions comme combien d'habitants résident sur cette planète? Où trouver l'énergie nécessaire à son fonctionnement? Comment assurer les besoins vitaux de la population? La nourriture, l'eau, l'oxygène? Enfin, tant de questions auxquelles je vais tenter de répondre en spéculant comme jamais. Donc aujourd'hui, spéculation. L'échelle de Kardashev. C'est une échelle qui a été mise en place en 1964 par Nikolai Kardashev et cette dernière propose une classification des civilisations. Les civilisations y sont classées par leur consommation énergétique et on fait l'hypothèse que cette dernière varie avec une progression exponentielle. Sur cette échelle de Kardashev, on peut ainsi classer 3 types de civilisations principales. Les civilisations de type 1 étant celles qui sont capables de capter et utiliser toute la puissance de leur planète, les civilisations de type 2 qui sont quant à elles capables de capter et utiliser toute la puissance de leur étoile, le soleil dans le cas de la Terre, et enfin les civilisations de type 3 capables de capter et utiliser toute la puissance présente dans leur galaxie. C'est bon ? Nous, sur Terre, on n'est même pas une civilisation de type 1, on serait à environ 0,7 sur cette échelle. Alors que, dans Star Wars, c'est plus d'une civilisation de type 3 qu'il se rapproche. Oui, dans l'œuvre de George Lucas, on raisonne bien à l'échelle d'une galaxie, et leur civilisation semble capable d'exploiter toute l'énergie dont elle regorge. Ce constat, on peut le faire rien qu'avec l'étoile de la mort, qui, comme on l'avait déjà calculé, a besoin de l'énergie d'une étoile pour fonctionner. Et au-delà de mon calcul, récupérer l'énergie des étoiles, c'est exactement ce que fait la base Starkiller dans Star Wars 7. C'est son fonctionnement assumée. Elle a besoin d'aspirer l'énergie d'étoiles aux alentours pour se recharger et tout restituer dans la destruction de systèmes de planètes. En partant de ça, on peut faire le postulat qu'utiliser l'énergie de n'importe quelle étoile de la galaxie semble envisageable dans Star Wars. Or, des étoiles dans une galaxie, bah c'est pas ce qui manque. Sous vos yeux pour preuve, le nombre d'étoiles estimé dans la nôtre. Bref, rien qu'avec les étoiles, une bonne partie de l'énergie de la galaxie leur semble accessible. C'est ça qui les approche donc d'une civilisation de type 3. Et en allant plus loin que ça, on peut même dire que eux, c'est leur système qui est globalisé à l'échelle de cette galaxie. Ce que j'entends par là, c'est que pour nous, les terriens, au-delà de l'énergie, toutes nos ressources sont sur Terre, et c'est la diversité des environnements terrestres qui fait la diversité de nos ressources. Alors que, dans Star Wars, c'est la diversité des planètes qui fait la diversité de leurs ressources. Oui, la possibilité qu'ils ont de se déplacer facilement entre les planètes de leur galaxie fait bien que leur système est globalisé à l'échelle de cette dernière. En gros, eux, pour trouver du sable, ils ont pas le Sahara, ils ont Tatooine, une planète de sable. Pour trouver de l'eau, ils ont pas l'océan Pacifique, ils ont Kamino, une planète aquatique. Ou encore, pour aller en ville, ils ont pas Manhattan, ils ont Coruscant, une planète ville. Enfin, j'imagine que tu comprends là où je veux en venir et ce que ça implique pour ma vidéo. C'est que pour spéculer sur la faisabilité de Coruscant, faut qu'on se place dans l'univers de Star Wars, et donc dans cette civilisation globalisée à l'échelle d'une galaxie. Cela implique déjà des technologies beaucoup plus développées que les nôtres, mais aussi des potentielles ressources beaucoup plus vastes et facilement accessibles. Ce sera donc dans ce contexte qu'évolue notre planète ville. Et heureusement, parce que se poser la question d'une planète ville quand tout ce que t'as c'est une planète comme la Terre avec nos technologies et nos ressources, bah la réponse est simple. Ça n'a aucun sens et c'est juste impossible. On peut maintenant aller sur Coruscant et s'intéresser aux problématiques que peut rencontrer une planète ville dans une civilisation de type 3.
Ok, sur Terre, la majorité des énergies qu'on utilise aujourd'hui sont fossiles, donc présentes en quantité limitée et finie. Il y a bien d'autres solutions, des énergies renouvelables mais moins pilotables et qui offrent un moins bon rendement, ou des énergies nucléaires qui sont parfois à risque et qui demandent des infrastructures complexes. En bref, sur Terre, l'énergie c'est un problème et c'est un facteur limitant à beaucoup de choses. Sauf que, pour notre spéculation, notre planète ville est au cœur d'une civilisation capable de capter et d'utiliser toute l'énergie disponible dans sa galaxie entière. Ainsi, on va juste faire le postulat que l'énergie ne sera jamais un facteur limitant à toutes les solutions qu'on va imaginer pour aménager et rendre vraisemblable notre planète. Bon ok, je peux développer un peu. Depuis le début, on parle, pour illustrer l'abondance d'énergie dans une galaxie, de récupérer l'énergie des étoiles. Mais au juste, comment on pourrait faire une telle chose? Est-ce qu'on a un exemple de dispositif? Bah même si on est absolument incapable de le faire sur Terre, il y a quand même déjà des gens qui ont imaginé des solutions hypothétiques. Un des modèles les plus connus, c'est ce qu'on appelle la sphère de Dyson. Un dispositif méga imposant qui, très grossièrement, entoure une étoile afin d'en récupérer l'énergie. Et même si on retrouve pas exactement ce type de dispositif dans les films, on l'a vu, la base Starkiller reprend globalement cette idée. Donc on peut dire que ce type de solution leur est accessible. Enfin, toujours sur l'énergie, je pense que c'est pas aberrant de mettre en lumière un problème de taille auquel les habitants de la civilisation de Star Wars ont quand même dû se confronter. Le problème du stockage de cette énergie. En effet, le stockage d'énergie, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup de mal à faire sur Terre à notre petite échelle, donc pour stocker des quantités encore plus importantes, ça paraît d'autant plus complexe. Mais bon, disons que dans Star Wars, au regard de leur technologie, il y a de fortes chances qu'ils aient pu trouver des solutions pour y parvenir. Ouais, pour l'instant j'explique tout par la technologie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok pour ce chapitre sur l'énergie pour laquelle on prend la solution de facilité de la considérer comme acquise et illimitée pour la suite. Maintenant je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure je fais que vous parler de notre planète ville Coruscant alors que j'ai même pas pris le temps de vous la présenter. C'est donc ce que je vais faire dans la partie suivante avec deux questions principales. À quoi ressemble-t-elle et combien d'habitants l'occupe? Coruscant ressemble beaucoup à la Terre. Déjà, en s'intéressant à sa taille, on se rend compte qu'elle est quasi identique à celle de notre planète. Et c'est pas la seule similitude. Sur Coruscant, les journées durent aussi 24 heures, la période de révolution de la planète est aussi de 365 jours, et enfin, l'espèce native, qui est toujours majoritaire, est aussi l'espèce humaine. Puis même, au-delà de ces chiffres, avant d'être la planète-ville recouverte de béton et de gratte-ciel qu'on connaît, il semble que Coruscant était initialement une planète rocheuse pourvue de montagnes, de glace au pôle, d'océans et d'une biodiversité relativement similaire à celle de la Terre. Bon, tout ça, c'est pas pour rien. Coruscant a avant tout été imaginé comme une dystopie de la planète Terre. Un futur improbable où l'industrialisation a été si forte que l'intégralité de la surface de la planète a fini par être recouverte d'une seule et même ville. Et la conséquence principale de ça, c'est que forcément, Coruscant est peuplé d'un nombre indécent d'habitants, à savoir près de 1000 milliards, comme on peut le lire sur des sites dédiés au lore de Star Wars. Mais bien qu'il soit énorme, ce chiffre semble problématique, il semble trop faible. Pourquoi? Bah parce qu'en calculant la surface au sol de Coruscant à partir de son rayon, ce que j'ai fait ici, puis en divisant le nombre d'habitants théoriques par cette surface, on se retrouve avec une densité de population de seulement 2121 habitants par kilomètre carré. Je dis seulement parce que cette densité, c'est celle qu'on retrouve par exemple à Évian-les-Bains, une ville en somme très cool, mais qui me paraît quand même bien différente de Coruscant. Deux hypothèses viennent alors. Hypothèse 1. Coruscant serait réellement peu densément peuplé. Ce qui est pas invraisemblable, parce qu'en regardant d'en haut, si on regarde la densité des éclairages, elle est pas non plus très intense de partout. Moins intense que quand on regarde les éclairages nocturnes des villes sur Terre par exemple. Sauf que ça, c'est que du détail pour moi, et je préfère me fier à ce que je vois de la planète dans les films. Donc certes, il y a des zones industrielles non résidentielles moins densément peuplées, mais avant tout, il y a des étendues recouvertes avec d'énormes gratte-ciel. Donc hypothèse 2, ce chiffre est faux. Faux! Et bien sûr, comme je doute du chiffre et que j'aime bien les calculs débiles, bah je vais recalculer vite fait une autre valeur pour le nombre d'habitants. Pour ce faire, j'ai tout simplement utilisé la densité de population de Manhattan, que je trouve déjà plus pertinente que celle d'Évian-les-Bains, et je l'ai appliquée à notre surface. Sachez donc que si Manhattan recouvrait la surface de la Terre, on aurait un total d'environ 14 000 milliards d'habitants.
Honnêtement, ce chiffre paraît déjà plus représentatif. Et encore, Manhattan ça reste tout gentil comparé à ce qu'on voit de Coruscant dans Star Wars. Oui, sur Coruscant, on a certes des gratte-ciels qui font plusieurs kilomètres de hauteur à perte de vue, mais surtout, il n'y a pas que de la population en surface. Au contraire, il semble qu'une grande partie de la population s'entasse en dessous de la surface construite, dans les niveaux inférieurs de la ville. En effet, dans ces niveaux inférieurs, qu'on appelle les bas-fonds de Coruscant, il semble qu'on décompte pas moins de 5127 niveaux différents. Bon, on y reviendra, mais faut pas négliger tout ça. Voilà pourquoi je pense que ce chiffre est un minimum. D'autant que j'ai pas fait ce calcul ultra difficile et intellectuel pour rien, disons donc pour cette vidéo que Coruscant est peuplé de 14 000 milliards d'habitants. Maintenant, on rentre dans le dur, parce que tous ces habitants, faut bien qu'ils répondent à leurs besoins primaires, à commencer par l'eau, H2O. Maintenant, constatons que l'eau sur Coruscant risque d'être plus problématique que prévu. En effet, je vous le rappelle, on n'a plus que du béton sur notre planète, donc les océans et les mers, c'est ciao, y en a pas. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ceci dit, c'est pas si problématique si on s'arrête à ce constat. Ce que je veux dire, c'est que si on focus uniquement sur nos besoins domestiques en eau, bah c'est pas si grave de plus avoir d'océan. Parce que sur Terre, leur fonction principale aux océans, c'est pas de nous fournir de l'eau douce. Pour le comprendre, y a qu'à regarder ces statistiques. Sur notre planète, qu'on appelle la planète bleue parce qu'elle est recouverte d'eau, bah en réalité, de 1, l'eau est pas si abondante en proportion, et surtout, de 2, 97,5% de l'eau qu'on y trouve est de l'eau salée, donc a priori inexploitable pour nos besoins domestiques. Ceci laisse donc place pour l'eau douce qu'aux 2,5% d'eau restant. Avec cette stat, on comprend mieux pourquoi l'eau douce a une telle valeur. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bref, ces 2,5% d'eau douce, où est-ce qu'on les retrouve si c'est pas dans les mers et les océans? Bah à plusieurs endroits, à savoir dans les glaciers, dans les lacs et rivières, et enfin sous terre, dans les nappes phréatiques. Bon promis, c'était le dernier graphique camembert, parce que même moi ça m'a saoulé là. Toujours est-il qu'au moins, grâce à ce graphique, on a la répartition des origines de l'eau douce sur Terre, et on peut donc transposer ça à Coruscant, et ainsi rencontrer de belles galères. En effet, les glaciers, bah c'est mort, on n'en a pas. Les lacs, c'est pareil. Et les nappes phréatiques, bah c'est compromis aussi, mais je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi, donc je vais développer ce point-là. Cette eau souterraine présente dans les nappes phréatiques, elle est jamais acquise et constante, puisqu'elle se recharge en suivant le cycle de l'eau. C'est-à-dire, pour faire court, que l'eau qu'on retrouve dans les nappes phréatiques, c'est de l'eau qui s'est infiltrée par le sol, après être tombée sous forme de pluie ou de neige. Et l'eau qui constitue cette pluie ou cette neige, elle non plus, elle n'apparaît pas de nulle part, puisque c'est à la base de l'eau qui s'est évaporée au-dessus des lacs, des océans, des rivières. T'as compris, tout est cyclique, c'est pour ça qu'on parle de cycle de l'eau. Donc si, étant donné qu'on est sur Coruscant, on enlève l'étape 1 du cycle, bah notre cycle est perturbé et plus rien ne fonctionne. À ce stade, les plus observateurs me diront à raison que j'ai enlevé la pluie comme si c'était impossible qu'il pleuve sur Coruscant. Alors que, à la fin de Star Wars 3, on observe bel et bien de la pluie qui tombe sur la planète. Donc cette eau doit bien venir de quelque part. Bah cette contradiction, elle trouve une explication dans le lore Star Wars. Il semble en fait que le climat de Coruscant soit artificiellement contrôlé et régulé. S'il pleut dans cette scène, c'est donc que quelqu'un a décidé qu'il devait pleuvoir. Après, la raison exacte qui peut pousser à causer de la pluie, on la connaît pas, mais on peut tout simplement se dire que c'est nécessaire de temps en temps pour abaisser un peu la température ressentie. Bref, à ce stade, hormis cette pluie artificielle qui vient d'on ne sait où, on n'a toujours pas d'eau sur Coruscant. Mais on a mieux que ça avec le constat de cette régulation artificielle de la météo. On a la confirmation que les avancées technologiques dont regorge la civilisation de Star Wars sont juste impensables pour nous. Et ce constat, il va nous renforcer dans l'idée qu'il faut chercher loin et penser au-delà de tout ce qu'on connaît pour trouver nos solutions d'aménagement du territoire. Dans ce cadre, voici les solutions auxquelles on pourrait penser pour l'eau. Le plus vraisemblable, c'est que l'eau soit importée puis stockée sur Coruscant dans des quantités astronomiques. Je m'explique. Rien que pour répondre aux besoins domestiques en eau, on peut se baser sur la consommation des Français, qui est d'environ 200 litres par jour et par personne, ce qui nous ferait donc une consommation quotidienne équivalente à ceci sur notre planète, soit 2000 km3 d'eau par jour. Autrement dit, tous les 2 jours l'équivalent du volume de la Manche. Je suis d'accord, ce chiffre paraît énorme, mais en le rationalisant, on peut voir le problème d'une autre manière. On peut se dire qu'il est possible de satisfaire la distribution en surface, tout simplement en répartissant sur la planète 2000 sources qui font 1 km3 de volume. Genre on pourrait imaginer dissimuler ces ressources à certains endroits stratégiques qui permettraient leur redistribution de manière optimale. On aurait donc en résumé des stocks d'eau à vider et re-remplir chaque jour. Et bien sûr, pour les approvisionner ces réserves, je vous rappelle que
qu'il faut voir la galaxie de Star Wars comme globalisée, donc on peut se dire que pour recharger nos cuves, des cargaisons d'eau arriveraient quotidiennement depuis des planètes où l'eau est abondante. Par exemple, de l'eau en provenance de Kamino, une planète exclusivement aquatique où on prélèverait de l'eau qui, si elle est impure, serait par exemple traitée grâce à un processus de désalinisation, dont la principale barrière sur Terre aujourd'hui est son fort coût énergétique. Donc pas un problème pour nous. Maintenant, vous pourrez simplement me dire que transporter des cargaisons d'eau de plusieurs kilomètres cubes à la vitesse de la lumière, c'est invraisemblable. Ce à quoi je répondrai en spéculant que dans l'univers de Star Wars, on a des vaisseaux comme l'Étoile de la Mort, qui sont équipés de la vitesse lumière et qui peuvent contenir bien plus que 2000 km3. Donc why not? Voici donc pour moi la solution la plus vraisemblable, de l'eau importée sur Coruscant. Ceci dit, là on illustre le cas extrême où faut acheminer via l'espace toute l'eau dont on a besoin, mais on peut imaginer d'autres solutions en complément. Déjà, le fait qu'il puisse rester de l'eau sur Coruscant parmi celles qu'il y avait au début. Ensuite, on peut imaginer des solutions technologiques d'appoint, je pense par exemple aux vaporateurs d'humidité. Ces vaporateurs d'humidité, c'est justement une technologie qu'on retrouve dans Star Wars sur Tatooine, et dont la fonction est de récupérer la condensation qui se forme autour de leur structure afin de la retransformer en eau. Il semble que leur rendement soit d'1 à 2 litres d'eau par jour sur Tatooine. Donc c'est ça de prix, hein. Après, il y aurait aussi probablement des politiques assez drastiques visant à limiter la consommation d'eau qui seraient mis en place, et on serait donc en dessous de la consommation énorme qu'on a en France par personne. Et enfin, on peut imaginer des solutions plus durables qui auraient été mises en place, avec des technologies permettant de recycler et réutiliser l'eau en circulation beaucoup plus efficacement que ce qu'on fait sur Terre. Sur ce, on en a fini avec l'âge de Zo. Et pour faire la transition avec la partie suivante, on va se poser une question. À quoi sert l'eau sur Terre? Vraie question. Bah à 70% elle sert pour des besoins agricoles, à 20% elle sert pour des besoins industriels, et à seulement 10% elle sert pour des besoins domestiques. Donc même si on s'est surtout focus sur les besoins domestiques avec l'eau douce dans cette partie, bah comme on peut le voir, l'utilisation principale reste à des fins alimentaires. Ça tombe bien parce que c'est l'heure de parler de la nourriture sur Coruscant. On va pas tourner autour du pot, Coruscant n'a pas l'air très fertile. Donc, en répétant le schéma décrit précédemment avec l'eau, une énorme majorité de la nourriture serait vraisemblablement issue de planètes agricoles, d'où elle serait importée sur notre planète ville. Et au final, avec cette idée d'importation de nourriture en ville, si on prend un peu de recul sur la situation, on répéterait juste le même schéma qu'on observe sur Terre. Genre moi, si je peux déguster calmement des crevettes alors que je suis posé en ville en France, bah c'est uniquement grâce au pêcheur qui les a prises dans ses filets à la sueur de son front dans un chalutier situé à l'est de Madagascar. Leurs crevettes sont devant moi. Encore plus simplement dit, ce schéma de nourriture importée qui arrive dans mon assiette, c'est celui qu'on retrouve dans les grandes villes. Par exemple, à Paris, y a pas de champs, y a pas de vaches, mais en revanche, y a le marché de Rungis. Rungis, le plus grand marché de France. À savoir une base centralisée où toute la nourriture destinée à la capitale arrive le matin de l'extérieur et finit par être redistribuée dans les supermarchés où on va faire nos courses. On comprend donc encore une fois que dans Star Wars, c'est le même schéma que sur Terre qui se reproduit, mais à l'échelle de la galaxie. Maintenant, avec ça en tête, niveau logistique, on peut imaginer plein de marchés de Rungis répartis à différents endroits sur Coruscant. Des zones de stockage qui seraient rechargées grâce à des vaisseaux acheminant toutes sortes de nourriture, comme des entrecôtes d'Ewok fraîchement chassées sur Andorre. Je sais pas. Enfin, la conséquence de cette manière de fonctionner, c'est que pour nourrir toute notre population, il faudrait bien compter sur des dizaines de planètes qui ne seraient finalement que des fermes géantes, où des paysans cultivent à la sueur de leur front ce qu'on mange en ville. On pourrait imaginer un système de planètes complètement dédié aux besoins agricoles de Coruscant. Et plus encore, avec nos technologies, ce système pourrait être quasiment autonome. Ça doit sûrement exister des droïdes agricoles par exemple. Bon, à ce stade, je pourrais faire des calculs basés sur la consommation moyenne de nourriture d'un Français pour voir le nombre de Star Destroyer de ravitaillement que ça implique, mais j'ai clairement la flemme. Voilà, on a vu la solution principale, mais maintenant on peut encore spéculer sur d'autres solutions envisageables et non négligeables pour la nourriture. Déjà, la possibilité d'avoir des espaces de production directement dans la ville. Oui, si l'énergie n'est pas un problème, on pourrait imaginer des fermes hydroponiques géantes dans des grands hangars aménagés. Par aménager, j'entends de 1 équiper des rudiments nécessaires à la culture hydroponique, donc principalement des sources lumineuses artificielles et des réserves d'eau / d'engrais adaptées à ce qu'on veut faire, et j'entends de 2 un environnement
environnement qui offre la possibilité de reproduire tout type de climat, pour permettre tout type de culture. Pour information, les fermes hydroponiques, ça existe sur Terre à petite échelle. On arrive bel et bien aujourd'hui à produire des végétaux sous serre dans ces conditions. Ce procédé peut donc être une réponse à une production plus locale, moins demandeuse en eau et qui permet de contourner les problèmes de pollution ou l'absence de terres cultivables. Enfin voilà pour cette première solution d'appoint, c'est pas invraisemblable d'imaginer qu'on ait ce type de procédé en bien plus avancé dans certains bâtiments sur Coruscant. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est l'idée d'une autre consommation de la nourriture dans le contexte d'un futur dystopique, à savoir d'un rapport plus fonctionnel aux denrées alimentaires. Je pense ici par exemple que pour nourrir tout le monde, il serait peut-être plus pertinent de produire de la nourriture ayant une valeur nutritionnelle haute et un faible coût de production au mètre carré. Puis cette nourriture, on pourrait ensuite la transformer, on en modifierait le goût et l'aspect pour que la pilule passe mieux. Bon, c'est qu'un exemple, mais de manière plus générale, bien souvent dans la SF dystopique, on retrouve cette autre vision plus fonctionnelle de la consommation de nourriture. Depuis le début, on bouffe cette merde. On pourrait donc imaginer que les riches d'un côté mangeraient des mets raffinés importés et que les pauvres de l'autre auraient leur barre de nutriments, des sortes de pastilles que tu manges juste pour gagner d'énergie. Ces barres pourraient même être produites à partir de déchets organiques, de molécules synthétiques ou encore de nutriments ayant des origines plus sombres. Pour illustrer ce dernier point, je pense au film Soleil Vert, qui se place un peu dans le même contexte que nous. Un contexte de surpopulation, de disparition de la faune et de la flore, de changement climatique, et bien sûr de pénurie agricole. Pénurie qui dans le film pousse les habitants à manger des produits de synthèse fournis par la multinationale Soylent Industries. Sauf qu'à la fin du film, on se rend compte que le Soylent Green, le produit phare de l'entreprise, était en fait fabriqué à base de... No spoil, va voir. D'ailleurs, l'action de ce film se déroule à New York en 2022, donc l'année prochaine. Ça va, on n'est pas encore à ce stade, ils étaient un peu pessimistes. Bref, voilà pour la nourriture. Là encore, c'est un peu compliqué de se projeter, parce que c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé dans les films Star Wars. On a quoi? On a le lait bleu, les rations de survie de Luke sur Dagobah, les aliens de Tatooine qui mangent des sortes de grenouilles, Anakin qui coupe une poire, la soupe de racines made in Yoda, ou encore le pain de Rey. Allez, j'arrête, fini la nourriture. À ce stade de la vidéo, qui dit nourriture, dit déchets et infrastructure. Ça tombe bien, c'est la partie suivante. Non, c'est pas la partie suivante en fait, sinon la vidéo aurait fait plus de 35 minutes, donc même si j'ai écrit la suite, j'aurais clairement pas eu le temps de finir la vidéo à temps, et là c'est compliqué de faire ça vite parce que c'est mes vacances de Noël, donc je vais pas me buter au montage pendant ces vacances, je pense avoir déjà assez charbonné en cette fin d'année. Ceci dit, si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, et je ferai bel et bien cette partie 2 de l'épisode 25, courant début 2022. Une partie 2 où j'ai encore 5 points à passer en revue. Voilà, dites-moi si la suite vous chauffe, et en attendant je vous invite à venir me suivre sur Instagram et Twitter. Je fais rarement la promo de Twitter, mais je l'ai, donc venez, c'est cool. Enfin, pour finir, comme c'est Noël, j'ai une surprise pour vous. Encore un deal NordVPN qui a eu la gentillesse de m'accompagner sur plusieurs vidéos tout au long de l'année. C'est parti. Je vous le rappelle, avec NordVPN, tu peux contourner les géorestrictions. Aujourd'hui, on va voir ce que ça peut permettre sur Disney+. Hop, je prends le logiciel, je me mets aux États-Unis et je vais sur le site. Nani? D'accord, Disney Plus croit que je suis en voyage, mais non, je suis toujours chez moi sur mon canapé. C'est juste qu'entre temps, je me suis connecté sur un des 5500 serveurs que propose NordVPN. Et grâce à ça, en fouillant dans la plateforme, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai accès à Shang-Chi et Black Widow. Alors que ces films sont pas encore disponibles en France à cause de la chronologie des médias. Mais c'est pas tout, même si je quitte mon canapé et que je pars effectivement en voyage, NordVPN peut aussi me carry et me permettre de surfer en toute sécurité sur les Wi-Fi publics dans la gare, dans le train ou dans l'hôtel où je dors. Et ces avantages, je peux en profiter moi-même et les partager puisque j'y ai accès sur 6 écrans différents. Enfin bref, pour les fêtes, vous pouvez souscrire à NordVPN et pour ça, rendez-vous sur nordvpn.com/gotabor pour obtenir un abonnement de 2 ans avec un mois supplémentaire gratuit. Le tout avec une énorme réduction, d'autant que c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, donc vous pouvez y aller. Voilà, bah moi je vous souhaite des joyeuses fêtes, une bonne année et on se dit à la rentrée pour la suite. Gotabor, out.